L'année 2024 s'annonce extrêmement compliquée. Le mois de janvier a déjà été compliqué, mais l'avenir semble encore plus rude. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a une Europe qui est en récession, l'Allemagne est en grosse récession, la France est en quasi-récession, l'ensemble de la zone euro est en récession. On craint que la Chine, que les États-Unis rentrent également en récession. En fait, il n'y aurait presque que la Russie qui finisse par échapper à la récession. Et tout ça avec des États qui, malgré tout, dépensent des milliards, des dizaines, des centaines de milliards et qui vont finir par venir chercher l'argent dans votre poche. Et pour parler de tout ça, pour vous dire un peu vers où on va en 2024, eh bien, j'ai fait appel à Philippe Béchade, que vous connaissez tous, qui est rédacteur en chef de la Lettre des Affranchis. Alors, la lettre des affranchis, c'est une news que vous recevez tous les mois, qui sponsorise cette vidéo, mais que vous recevez tous les mois et qui vous donne des informations. Vous voyez, là, je fais défiler au fur et à mesure, qui vous donne des informations et des prévisions pour les mois qui viennent. Et là, c'est des prévisions pour l'année en cours qu'on pourra voir un petit peu avec Philippe Béchal, qui vous donne une information géopolitique et qui, surtout à partir de cette information géopolitique, eh bien, va vous dire quelles vont être les conséquences pour vous, quelles vont être les conséquences en termes d'impôts, quelles vont être les conséquences en termes de produits d'épargne, quelles vont être les conséquences en bourse, quelles vont être les conséquences, par exemple, pour le cours de l'or, pour le coût du pétrole, pour d'autres cours de matières premières. Bref, c'est un sujet plutôt, enfin, c'est une lettre très, très complète et qui va prendre vraiment la géopolitique dans son ensemble, mais vous expliquer surtout de manière extrêmement concrète en quoi ça va vous influencer votre vie à vous. Et bah, pour vous qui écoutez cette interview de Philippe Béchade, eh bien, la lettre des affranchis du mois de janvier est gratuite. Cliquez dans le lien qui est dans la description, vous aurez automatiquement celle du mois de janvier et vous pourrez après, si vous le souhaitez, vous enregistrer pour avoir celle des mois suivants. Petite particularité sur la lettre des affranchis quand même qui me semble très intéressante, c'est que effectivement tous les mois vous avez la lettre qui arrive, mais elle est mise à jour toutes les semaines, ce qui vous permet d'avoir une actualité toutes les semaines. Et en plus, vous avez un live avec Philippe Béchade, avec les auteurs de la lettre des affranchis, un live pendant lequel vous allez pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez et donc en apprendre un petit peu plus sur, poser des questions qui vous concernent vous directement, sur vos impôts, sur votre épargne, sur la façon dont ils voient que le monde tourne. Alors, Philippe Béchade, bonjour. On Bonjour. va donc parler de cette année 2024 qui a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. On a pu le voir notamment avec les résultats de la Russie, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les résultats de la croissance en Europe, de la croissance en Russie. On a des chiffres aussi américains. Et puis on va voir ce que vous prévoyez pour l'année 2024. Alors, on commence peut-être avec quelque chose qui est très. Là où la lettre des affranchis vraiment se jette un peu dans le feu, je dirais, en prévoyant, donc la prévision numéro un de la lettre des affranchis, c'est que Trump devrait remporter l'élection de novembre 2024. Donc là, vous vous engagez vraiment. Est-ce que, donc pour vous, c'est quelque chose qui a de grandes chances d'arriver, à laquelle vous croyez, la victoire de Trump aux élections? Alors, il a déjà remporté deux primaires. Il y a celle du Kentucky qui arrive. Bien sûr, il y aura le Super Tuesday en mars, autour du 20, je crois. Donc là, on va dire que les jeux seront faits. Le principal rival de Trump est peut-être un des favoris des Américains un peu progressistes, c'est-à-dire des gens qui étaient peut-être ces indécis, vous voyez, qui peuvent être tantôt républicains, tantôt démocrates, etc. DeSantis s'est retiré, il a annoncé qu'il soutiendrait Trump. Hmm. Donc là, maintenant, on va vraiment aller dans du programme pro-business.
du pur Trump. Alors, avec d'autres thématiques comme la reprise du contrôle des frontières. Euh, et je dois dire qu'il y a plusieurs États qui sont très très remontés contre la politique migratoire de Joe Biden. Et Joe Biden, là par contre, il y a un vrai doute sur le fait qu'il puisse mener campagne jusqu'au bout, puisque je crois que lors d'une récent meeting, il a annoncé donc que M. Mitterrand présidait l'Allemagne. Oui. Voilà. Oui, il a dit qu'il avait rencontré François Mitterrand, qui était le président de l'Allemagne actuel, enfin qu'il avait récemment rencontré Voilà. François Donc, Mitterrand, le président de on l'Allemagne. sait tous en plus de ça, on sait tous que Richie Scholz et Olaf Sunak vont opérer la réunification de la Moldavie et de la Bordurie. Donc ça fait un petit peu la trouille quand même. Donc qui en face de Trump, c'est peut-être ça la principale question. Qui pour détrôner Trump au sein du Parti républicain? Je ne vois plus personne. Donc s'il n'est pas en tôle dans les 3 prochains mois, je pense que Trump sera investi. Alors, je rappelle quand même que même si M. Trump se retrouve derrière les barreaux, il pourrait néanmoins rester le candidat républicain. Voilà, c'est une particularité de la Constitution américaine. Ah, ça serait beau d'avoir un président américain en prison, ça serait quelque chose Le shérif est en prison, de ouais. tout à fait particulier, mais d'accord. Et alors, quelles sont les conséquences si Donald Trump devient président? Quelles vont être les conséquences concrètes sur la marche du monde, ou du moins oui, c'est ça, les finances, le business, la marche du monde. Quelles sont les conséquences si Donald Trump l'emporte? Alors, Trump disait il y a 2 mois, moi président, la guerre en Ukraine s'arrêtera dans les 15 jours. Il a un peu changé son fusil d'épaule. Peut-être que ses soutiens du complexe militaro-industriel ont dit mais Oui. pourquoi arrêter la guerre? C'est quelque chose qui crée de bons emplois. D'ailleurs, M. Biden, c'est une des dernières déclarations un peu sensées qu'il avait faites, expliquait donc que la guerre en Ukraine, ça avait permis de moderniser l'arsenal américain. On comprenait entre les lignes qu'on avait évacué tout le matériel un petit peu obsolète et que ça permettait de remettre dans les rayons du matériel top niveau. Et puis ça créait des bons emplois pour les Américains. Monsieur Trump veut certainement pouvoir assurer tout le monde qu'ils ne perdront pas leur emploi parce que la guerre s'arrêterait. Alors, par contre, ça ne changera rien pour le soutien à Israël. On sait que M. Trump est un soutien quasi inconditionnel de M. Netanyahou. La différence, c'est que pour l'instant, dans les rangs républicains, il y a des gens qui ont bloqué une grosse enveloppe de soutien à l'Ukraine et à Israël, une enveloppe de plus de 100 milliards. Donc ça se répartit 70 Ukraine, un peu plus de 30 pour Israël. Bon, je crois que Joe Biden est en train, enfin, Joe Biden, je parle de toutes les petites mains qui font bouger l'ectoplasme, serait sur le point de trouver quand même un accord pour aider l'Ukraine. Mais en tout cas, le blocage a permis de faire une chose très utile pour les Américains, c'est de mettre à nouveau la pression sur les Européens pour que ce soit eux qui assument l'essentiel de la facture du soutien à l'Ukraine. Voilà. Donc géopolitiquement, je pense que Donald Trump va mettre un peu d'eau dans son vin. Après ça, il fera comme tous les politiques. Il ne tiendra peut-être pas sa promesse, ou peut-être fera-t-il ce qu'il avait dit, c'est-à-dire négocier avec la Russie pour arrêter la guerre aussitôt que possible. Je dirais arrêter le massacre. Voilà. Vous pensez que chaque semaine qui passe, c'est des dizaines de milliers de jeunes gens, et de moins en moins jeunes d'ailleurs, qui disparaissent de la surface de la Terre, que ce soit des jeunes Russes ou des jeunes Ukrainiens. Voilà. C'est un drame, mais pour l'instant, Trump, on va dire que là, il s'inscrit plus dans un changement dans la continuité. En ce qui concerne le business, je pense qu'il va rester sur la même ligne, donc les vilains chinois, bien sûr, à continuer
essayer de rapatrier les bons emplois sur le sol américain. Donc l'hostilité à la Chine, c'est quelque chose qui risque d'entraîner quand même une forme d'escalade, des embargos chinois sur des matières premières, sur des composants dont nous avons furieusement besoin. Mais les États-Unis, ça semble pas leur faire trop peur, parce que l'essentiel pour eux, c'est d'avoir quand même des puces de très haute qualité. Et ils les ont avec Qualcomm, ils les ont avec Nvidia, et stratégiquement, ils ont probablement raison, c'est quand même le nerf de la guerre économique aujourd'hui. D'accord. Et sur tout ce qui est écologie, je sais que Biden donc pousse à fond pour la voiture électrique, pour les choses comme ça. Il a énormément de difficultés aux États-Unis d'ailleurs avec son plan sur la voiture électrique. Est-ce que on est avec Trump sur la même idée ou est-ce qu'on va revenir beaucoup plus sur l'énergie fossile ou même revenir à foutez-leur la paix, qu'ils achètent ce qu'ils veulent et qu'ils nous cassent pas les pieds quoi. Quelle va être Et l'idée? ça, le foutez-leur la paix, c'est quelque chose oui, qui va bien. Enfin, c'est cohérent avec le programme et les promesses que on vit dans une économie libérale et que l'État ne doit pas se mêler de tout. En ce qui concerne la voiture électrique, il y a de plus en plus de déçus du véhicule électrique. Il n'y a pas assez de bornes pour recharger. Quand il fait froid, la batterie perd 50% pratiquement de son autonomie. On a vu là, lors des grandes vagues de froid de début janvier des centaines de Tesla et autres véhicules en panne sur le bord des autoroutes. Alors on est obligé de faire venir des véhicules avec Oui. un groupe électrogène qui fonctionne au diesel. Enfin, c'est merveilleux. Et c'est des véhicules qui sont chers à l'achat et qui sont de moins en moins chers à la revente. Vous regardez le prix d'une Tesla d'occasion, c'est quasiment une baisse de 50% de la valeur à la revente en l'espace de 2 ans. Donc ça dit tout, parce que les Ferrari, elles sont de plus en plus chères à la revente. Et idem pour les McLaren, etc. Donc, il y a un souci. Voiture qui coûte cher et si vous voulez la revendre pour acheter le prochain modèle, avec peut-être plus d'autonomie, vous vous y retrouvez pas du tout. Donc ça, c'est vraiment un souci. Et puis en Allemagne, donc, suite au veto de la Cour constitutionnelle au plan de relance allemand, boum, les subventions aux véhicules électriques ont été coupées, mais du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On est à moins 30% de vente de véhicules électriques depuis le début de l'année. Il y a des stocks énormes qui commencent à s'accumuler en Allemagne, et on a le même phénomène également aux États-Unis et en Chine. Et en plus de ça, dans les véhicules électriques, on voit se dessiner une guerre des prix. Oui. Guerre des prix que les Chinois vont forcément gagner si nous on n'instaure pas de barrières douanières. Barrière douanière, ça veut dire du protectionnisme. Donc si on fait ça, pour interdire les véhicules chinois qui de toute façon sont imbattables en termes de qualité de fabrication et de prix de vente, si on met des barrières, les Chinois vont en mettre aussi sur des produits en provenance d'Europe. Mais l'Europe, elle a bien dit, et peut-être que Trump est même un peu en retard sur l'Europe en ce moment, sur le fait que on veut absolument protéger donc notre industrie européenne et empêcher donc une invasion de véhicules chinois vendus 40% moins cher, avec une qualité et un niveau d'équipement premium. Aucun constructeur européen ne peut s'aligner. Donc voilà, si on va au bout de la logique de protection de notre industrie automobile, il faut savoir que les Chinois, de leur côté, vont certainement augmenter le prix des composants pour les batteries. C'est-à-dire qu'ils nous les livrent, enfin, on n'en produit pas, donc on est obligé de passer par eux.
Donc, nous, nos constructeurs vont importer des composants et de la matière première de plus en plus chère de Chine. Donc, nous, on va avoir nos prix qui vont encore augmenter. Et voilà, c'est une spirale sans fin. À la fin, en tout cas, c'est le consommateur qui peut plus acheter. Parce que si vous mettez 20%, 25% de taxes à l'entrée sur un véhicule chinois, bon, bah, le véhicule qui valait 20 000, il vaut 25 ou 26 500. Et votre véhicule électrique fabriqué en Europe, si les composants chinois augmentent de 20%, parce que c'est ce qui risque d'arriver, votre voiture à 35 000, 36 000 euros, parce que c'est à peu près ce qu'il faut mettre aujourd'hui pour avoir 300 km d'autonomie, il va repasser allègrement la barre des 40 000, 42 000, 43 000. Qui peut aujourd'hui en Europe s'acheter un véhicule à 43 000? Enfin, c'est le prix d'une BMW, d'une Audi. En France, à part la DS7, on n'a pratiquement aucun véhicule à plus de 40 000. Ouais. Et alors, la deuxième chose, justement, puisqu'on a parlé un petit peu de l'Allemagne, la deuxième prévision de la Lettre Agora, c'est justement qu'on va se retrouver avec plusieurs régions du monde qui vont se retrouver en récession. Donc, l'Europe, on y est. L'Europe, on est en récession. L'Allemagne est franchement, la France est au bord, et à mon avis, c'est plus de la triche qu'autre chose qu'on n'y soit pas. Mais l'Europe est vraiment en récession. Mais pour vous, en fait, il y a de fortes chances qu'en 2024, la Chine, les États-Unis et le Japon entrent aussi en récession. Alors les prévisions, dernières prévisions de l'OCDE, elles sont sorties le lundi 5 février. Donc l'Europe, la croissance est revue à la baisse pour 2024. On va être autour de 0,8, avec une Allemagne qui sera à 0,3 parce qu'elle sortira de la récession au deuxième semestre. Donc on va avoir 2 trimestres là en récession, ça en fera 4. Voilà. La France s'accroche toujours à sa prévision de plus de 1%. Je n'y crois pas, et je crois qu'on n'est pas nombreux à y croire non plus. L'Angleterre, ça va mal. Et d'ailleurs, Rishi Sunak est au plus bas en termes de popularité, etc. Les problèmes de l'économie britannique sont sérieux. C'est eux qui, d'ailleurs, aujourd'hui doivent refinancer leur dette à pas loin de 4%. On a refranchi le seuil des 4. C'est explosif. Hein. C'est pour ça que Rishi Sunak a l'air de vouloir entraîner l'Angleterre dans une guerre avec la Russie. Ça, c'est quelque chose, j'en ai parlé dans la lettre de janvier. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant de déclarer que lui, Premier ministre de l'Angleterre, est prêt à envoyer des troupes se battre aux côtés des Ukrainiens en Ukraine, de fournir également des munitions qui peuvent frapper en profondeur en Russie. Et on sait que c'est la ligne rouge absolue, c'est-à-dire que si des missiles fournis par des Occidentaux, par des Britanniques, avec le feu vert de Washington et du Pentagone, si les Ukrainiens peuvent frapper Moscou, peuvent frapper des usines russes, ça risque de tourner très très mal. Je ne sais pas si on réalise. Et là, c'est pas des supputations complotistes. Je vous parle de déclarations les plus récentes de M. Sunak. Alors, de là à se dire que pour sauver sa place, il est prêt à entraîner son pays dans la guerre. Mais on entend beaucoup de déclarations comme ça. Comme l'avait fait d'ailleurs Margaret Thatcher dans les années 80, quand elle était au fait de son impopularité. La guerre des Malouines a fait d'elle une héroïne. Mais on voit beaucoup de pays actuellement qui font ça. C'est-à-dire que la Roumanie récemment a dit à sa population de se préparer à une guerre aux côtés de l'OTAN contre la Russie. J'ai entendu, je crois que c'est en Allemagne que j'ai entendu ça aussi. Mais Boris Pistorius, oui. On a beaucoup d'États qui sont en train de dire attention, on a de bonnes chances de. Enfin, mais j'arrive pas à savoir en fait si c'est j'arrive pas à comprendre ces États
qui vont effectivement dire attention, l'OTAN va se retrouver en guerre contre la Russie, préparez-vous. L'armée française a récemment fait des exercices dans l'idée d'une guerre contre la Russie. Enfin, est-ce que c'est une réalité de l'intox? Enfin, quel est le. Euh, parce qu'une guerre contre la Russie, ça devient. Enfin, c'est- autant contre Russie, c'est de la folie, quoi. On, on part sur la troisième guerre mondiale et à un nombre de morts incroyable. Est-ce que c'est de l'intox ou mais au début je pensais que c'était de l'intox, mais je vois tellement de pays qui commencent à le dire qui finissent par Ah, m'inquiéter. il y a véritablement un plan de com coordonné, comme avec le Covid, quand McKinsey faisait déclarer aux ministres de la Santé français, allemands, britanniques, néerlandais, australiens, néo-zélandais, vous aviez pratiquement les mêmes termes, les mêmes éléments de langage qui sortaient à 24 heures. Donc tout ça, Là c'est le c'est cas. quelque Là, chose actuellement c'est le de, cas. de coordonné. Donc là, vous avez le Suédois, le ministre ou le chef d'état-major suédois, norvégien, roumain, et maintenant, bien sûr, l'Allemagne, qui disent faut se préparer à une guerre avec la Russie. Mais la Russie, c'est 140 millions d'habitants. 140 millions d'habitants qui sont d'ailleurs massés à 90% sur 5% du territoire. Je vais vous prendre l'exemple de la Yakoutie. C'est grand comme 4 fois et demi la France. Mm. Il y a 1 million d'habitants. Toutes les régions autonomes qui sont au nord de la Chine et qui vont jusqu'à la Mongolie, vous avez là encore 4-5 fois l'équivalent de la surface de la France. Vous avez 2 millions d'habitants. Bon, je dis que la Russie, si jamais vous avez des Chinois qui massent un peu de troupes au nord de leurs frontières et tout, que Poutine doit essayer de sécuriser tout ce qu'il peut sécuriser. Vous avez le Kazakhstan qui va rentrer dans les BRICS, etc., qui voudrait se défaire un peu de sa dépendance au commerce bilatéral avec la Russie. Enfin, la Russie, c'est quelque chose, c'est un miracle déjà qu'elle continue d'exister dans ses frontières actuelles, avec tous les risques de sécession de certaines provinces. Enfin, comment vous pouvez imaginer que M. Poutine puisse envisager d'envahir l'Europe? Enfin, bon, maintenant, il y a un truc qui va évidemment pas plaire, c'est que la Finlande demande son entrée dans l'OTAN, voilà. Oui. Mais si les Russes voulaient attaquer en Norvège, mais ils se prendraient tout l'arsenal américain sur la tête. Enfin, il y a ce qu'on appelle une interopérabilité de l'armement finlandais avec le matériel et l'arsenal américain. Ça sera un jeu de massacre. Je parle en conventionnel. Hein. Voilà, donc, mais Poutine n'a aucun moyen d'envahir l'Europe avec une population de 140 millions, et ils ne seront probablement pas plus que 130 d'ici 10 ou 15 ans. Et s'il y a une guerre, ils vont passer de 140 millions à 30 millions. Enfin, si c'est une troisième guerre mondiale, il n'y a plus un Russe. Enfin, non, mais tout ça, c'est pour maintenir l'Européen dans la peur. La peur, on nous a fait peur avec le Covid, on nous fait peur avec le CO2, alors qu'il y a d'autres périls bien plus angoissants et immédiats en termes d'écologie. Je pourrais vous en faire la liste, à commencer par la disparition des espèces, qui n'a rien à voir, mais strictement rien à voir avec le réchauffement. La pollution des nappes phréatiques, rien à voir, d'aucune manière avec le réchauffement. Et vous avez des populations où il y a des problèmes respiratoires, etc. Ça n'a encore rien à voir avec le CO2, qui est un gaz totalement neutre et qui ne provoque aucun trouble. Évidemment, si on respire que du CO2, on tombe dans les pommes et on meurt au bout de quelques minutes. Non,
on nous fait peur avec le CO2 et maintenant on nous fait peur avec la Russie. Alors, comme on a bien compris que les Américains veulent plus payer pour la guerre en Ukraine, alors je vais vous dire moi, mon sentiment. Pourquoi est-ce que les Américains d'un seul coup cessent de subventionner l'Ukraine? Parce que je pense qu'ils ont compris que maintenant, l'Ukraine est allée au bout de ce qu'elle pouvait gager pour rembourser, c'est des généreux donateurs. Puis à un moment, quand on se dit, bah, ça y est, l'Ukraine, on a préempté tout ce qu'on pouvait préempter. Pour la reconstruction, on a déjà sécurisé pratiquement tous les contrats. Bah maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait gager pour que l'Ukraine nous paye ou compense l'argent qu'on va mettre? Ben voilà, c'est tout. Je pense que les Américains, c'est tout ce que ça veut dire. Alors les Européens, ben, ils veulent mettre 50 milliards. Pourquoi? Ben, pour avoir eux aussi leur part du gâteau, pour qu'on soit sûr que l'Ukraine va commander quand même des grands travaux, machin, pour sa reconstruction en Europe. Mais ça veut dire que ça va coûter très cher l'Ukraine. Si les Américains mettent plus d'argent, il faut qu'on convainque les Européens qu'il faut absolument soutenir l'Ukraine, sinon les chars russes seront sur le champ de Mars dans les 3 mois qui vont suivre un éventuel effondrement de l'Ukraine. Or, on voit que en Ukraine, Vladimir Poutine a toutes les peines du monde à gagner 10 ou 15 kilomètres carrés. Actuellement, ça se bataille autour de Kherson. Ça fait maintenant 1 an et demi que tout est figé. Donc, il n'arrive pas, pour l'instant, à prendre Kherson, mais il va prendre toute l'Europe. Hein, parce que Kherson, c'était difficile, mais l'Europe, ça va être du gâteau. Bon, on nous prend pour des idiots. Mais par contre, comme les Américains ne veulent plus financer l'Ukraine, il va falloir que les contribuables européens s'y mettent. Comment voulez-vous que les gens acceptent de mettre de l'argent pour l'agriculteur ukrainien et pas pour l'agriculteur français? 50 milliards pour l'Ukraine et je ne sais pas combien, 150, on est peut-être à 200 millions promis pour les agriculteurs européens. L'échelle, elle est de 1 à 40? Non, 400, pardon, je me trompe dans les virgules. Ce qu'on a promis aux agriculteurs européens, c'est 0,01% de l'aide promise à l'Ukraine. Enfin, c'est dingue. Voilà. Donc, pour que le contribuable européen accepte parce que forcément, les 50 milliards, qu'on les cherche quelque part, c'est l'argent qu'on donne à Bruxelles et qui ensuite va être redistribué à Kiev sans qu'il y ait aucun débat, parce que c'est von der Leyen qui décide. Donc, pour qu'il y ait une forme d'acceptabilité, il faut dire que si on ne soutient pas l'Ukraine, c'est les Russes qui vont nous tomber dessus. Alors, les gens disent, non, je veux pas des chars russes chez moi, donc s'il faut que je chauffe à 17 degrés ou que je me prive d'un repas supplémentaire parce que déjà j'en fais plus que 2 par jour. Ils sont méchants les Russes. Donc si on soutient pas l'Ukraine, ils seront derrière mon jardin dans les 3 mois qui viennent. Non mais les gens qui croient ça, il y en a. Il y en a qui sont devant leur télé toute la journée, qui ont LCI News ou BFM TV. Bon, ceux-là, ils ont le cerveau complètement farci. Donc eux, oui, ils sont convaincus que les Russes seront là. Et ils vont payer. Si on leur demande de payer, ils paieront parce qu'ils y croient. Ouais. Il y a des gens qui ont un cerveau, mais si Poutine n'est pas capable de s'emparer de Kherson, vous pensez qu'il va s'emparer de Kiev et qu'ensuite il va s'emparer, je sais pas moi, de toute l'Europe. Enfin, c'est complètement fou. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de gens idiots pour le croire, pour que quand les taxes vont arriver en disant bah faites ça parce que vous avez bien compris que voilà, c'est pour sauver la démocratie, pour sauver l'Occident, bah, les gens vont payer. Voilà. Si l'Américain ne veut plus payer, et l'Américain vous lui ferez pas croire que les chars russes vont arriver dans Central Park dans 3 mois, bon, c'est que les Européens doivent payer, et pour qu'ils pensent qu'il faut absolument payer, il faut qu'on leur dise que la Russie est une menace. Voilà. C'est complètement crétin. Et je vous assure qu'il y a des gens qui le croient. D'accord. Et donc, alors, on va se retrouver avec
différentes régions du monde qui vont se retrouver en récession. La Russie, elle, n'est pas en récession, hein. C'est l'une des rares régions du monde qui a une belle croissance, je crois. Puisque Avec l'Inde. comment? Avec l'Inde. Avec l'Inde, oui, oui, c'est vrai. Mais le fait qu'on se retrouve avec la Chine, les États-Unis, l'Europe, le Japon en récession, est-ce que du coup on peut parler d'une récession mondiale ou pas encore et quelles sont les conséquences de ce que l'on va voir pour l'épargne, etc. Est-ce que ça a des conséquences directes, tout ça? Alors, récession mondiale, non. Là, j'ai tendance à donner du crédit au FMI et à l'OCDE qui pensent que 2024, on aura une croissance mondiale de 2,5. Probablement une croissance de 6,5 en Inde. On a l'Argentine qui pourrait repartir. Mhm. On a le Brésil qui va bien, premier fournisseur de produits agroalimentaires à la Chine. Donc là, ça aide. Donc le Brésil, ça va bien. L'Argentine, pas mal. Le Mexique, premier sous-traitant des États-Unis. En fait, il y a beaucoup plus d'usines qui se sont ouvertes au Mexique que sur le sol américain. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc ça, c'est des pays qui vont bien. Et puis il y a la Chine qui nous annonce 4,7 de croissance en 2024 et seulement 4,2 en 2025. Pour la plupart des experts, en dessous de 5% de croissance, le chômage augmente en Chine. Et on l'a vu donc avec le chômage des jeunes. Il y a beaucoup de diplômés et de diplômés niveau ingénieur. Et aujourd'hui, en Chine, on n'a plus de quoi les faire travailler. Il faut 5% de croissance et plus. Donc là, on ne les aura pas en 2024 et peut-être encore moins en 2025. Et ça, l'explication, c'est pas seulement que les Occidentaux, notamment les Européens, ils n'ont plus de sous. De ça, on va continuer de les pressurer fiscalement, hein, parce que les déficits, à un moment, il faut payer les créanciers. Hein, donc, on a des charges d'intérêt énormes. Et donc, c'est vrai que la Chine est un petit peu victime de la baisse de la demande européenne, mais elle est surtout victime en interne de la baisse de sa démographie. La Chine a perdu 2 millions d'habitants en 2023, elle en perdra probablement plus de 3 en 2024. Et on va vers un vieillissement de la Chine qui pourrait être pire que ce qu'a connu le Japon en 1990. Et je rappelle qu'à l'époque, l'éclatement de la bulle immobilière et bancaire était lié au fait que les Japonais se sont rendus compte qu'à un horizon de 10 ou 15 ans, ils seraient beaucoup moins nombreux. Donc on avait beaucoup construit, l'immobilier était beaucoup trop cher pour finalement une demande qui allait progressivement diminuer. Et la Chine, ils se sont retrouvés là, avec plus de 60 millions de logements vacants, inoccupés, pas vendus, etc. Si la Chine avait atteint 1,8 milliard d'habitants, c'est sûr que ces 60 millions de logements, ils auraient trouvé preneur sans problème, avec des familles nombreuses, etc. Et puis les enfants qui vont faire des études dans les villes, donc il faut leur acheter un petit appartement pas loin de l'université, etc. Ben non, non, les Chinois font plus du tout d'enfants, malgré le renoncement à la politique de l'enfant unique il y a déjà presque 10 ans maintenant. Ben, les Chinois font pas d'enfants. Et ils ont un taux de natalité qui est terrible. Enfin, je pense qu'on doit être à 1,6 ou 1,7. Donc c'est un pays qui va vieillir fortement, très vite, et qui a un peu les mêmes caractéristiques que le Japon. Dans les années 90, ils avaient connu 20 ans de développement incroyable. Hein. Rappelez-vous qu'on disait que le Japon va racheter la planète, qu'ils vont racheter la Californie, etc. Et ils ont été victimes d'une bulle immobilière. La Chine est actuellement victime d'une bulle immobilière. Le Japon était l'usine du monde, hein, rappelez-vous, dans les années 90, où est-ce qu'on fabriquait des Walkman, des télévisions, des chaînes stéréo, etc. C'était au Japon. Enfin, les usines fermées en Europe, en Hollande, Philips se faisait laminer par les Japonais. On a un peu oublié. Aujourd'hui, la Chine, certes, est l'usine du monde, mais il y a un moment, quand la demande n'est plus là, et surtout la demande interne n'est plus là, ça va poser un problème. Donc la Chine, oui, c'est
c'est un souci. L'Allemagne, sans le gaz russe, elle est plus compétitive. Voilà. Donc ça, C'est réglé. les Américains, ils en font bien le clou avec l'IRA en disant mais la BMW, Mercedes, produisez chez nous, on vous garantit un prix du gaz le tiers de ce que vous payez vous en Allemagne. Voilà, fabriquez vos BM, vos Mercedes, vos Audi sur le sol américain. C'est-à-dire en fait à la moitié sera au Mexique. Mais bon. Donc l'Allemagne, oui, plus 0,3 de croissance à la fin 2024, pour l'instant on n'y est pas. Voilà. Donc il y a des pays comme ça, et l'Allemagne fait partie des pays qui vieillissent. Et puis alors j'ai découvert, en recherchant là sur les tables de démographie, finalement quel est le pays d'Europe qui aujourd'hui a la démographie la plus pourrie. Ça va vous étonner, c'est un des pays qui faisait le plus d'enfants dans les années 70, aujourd'hui c'est l'Irlande. D'accord. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup de pays où la démographie est en train de s'effondrer. Le deuxième pays où la démographie s'effondre, là aussi, ça va complètement à l'encontre des images, c'est le Portugal, qui fait moins d'enfants que la France, et l'Italie, qui fait également moins d'enfants que la France. Voilà. Donc, je pense que la démographie, c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a plus de croissance, sans même qu'on parle de récession, de quelque chose que les banques centrales auraient organisé, hein, freiner l'activité pour freiner l'inflation. Là, ça risque de freiner un peu tout seul à cause de la démographie. Donc, on est en train de faire de la décroissance. Ça se fait comme ça, quoi. D'accord. Je ne table pas, moi, sur un sursaut de l'activité, sauf si d'un seul coup en Europe on décide de faire une politique pro-natalité. Or aujourd'hui on fait une politique pro-décroissance au nom de la lutte contre le carbone. Déjà, moi je l'ai entendu, et je pense que tu l'as entendu aussi, vous avez des gens au forum de Davos et des penseurs qui disent que la chose la plus polluante qu'on puisse faire aujourd'hui sur la planète, c'est un enfant. Ouais. Enfant, c'est des kilotonnes de CO2. Donc si on arrête de faire des enfants, c'est très bien. Voilà. Puis après ça, il faut arrêter de voyager en avion. Donc c'est une bonne nouvelle pour Boeing et Airbus. Ouais. Enfin voilà, vous avez des gens qui sont des décroissants, voire des dénatalistes, et qui verraient même une diminution de la population terrestre, de la population de la planète, qui verraient ça d'un très très bon œil. Je ne dis pas qu'une bonne guerre permettrait d'obtenir un résultat plus rapide. Enfin, il y en a certains, ils se retiennent de le dire quand même. Et du coup, dans cet environnement un peu compliqué de 2024, quels sont les conseils de la lettre Agora, enfin de toi en tant que rédacteur en chef de la lettre Agora, mais la lettre des affranchis, pardon, mais c'est les publications Agora, c'est pour ça que je me trompe. La lettre des affranchis, quel conseil en termes d'épargne, quel conseil vous donnez là en janvier, enfin début février 2024, vers quoi il faut essayer de s'orienter pour essayer de sauver son épargne, essayer de mettre un peu d'argent dans le cochon en espérant que l'État vienne pas tout rafler. Bien, alors, il n'y a pas qu'une seule réponse. On a déjà évoqué pas mal de sujets. Donc la lettre des affranchis, c'est une lettre qui a une vocation un peu patrimoniale, c'est-à-dire qu'on prend des décisions, c'est pas des décisions pour les 2 prochains mois, c'est souvent des décisions à prendre pour les 4, 5, 10 ans qui viennent. On avait suggéré à nos lecteurs, en France, pour ceux qui sont abonnés français, on a des abonnés en Belgique, en Suisse, au Canada, on en a dans pas mal de pays, mais en France spécifiquement, nous savons que nous avons un gouvernement qui veut rendre gorge aux vilains rentiers de l'immobilier. Voilà. Donc on a vu là qu'il y a encore un avantage fiscal pour l'achat de Airbnb qui va disparaître. On a les impôts locaux qui explosent. Alors certes, la taxe d'habitation a été supprimée, ça redonne un petit peu d'air
pour payer sa facture d'électricité ou son gaz qui va augmenter, hein, aux citoyens les moins fortunés. Généralement, quand on a les moyens d'accéder à la propriété, c'est qu'on a un petit peu d'aisance. Quand on n'a pas d'aisance, on est plutôt locataire. Donc les locataires, on les a allégés de la taxe d'habitation, et derrière, on leur augmente de 70% en 4 ans leur facture d'électricité, et on va leur alourdir leur facture de gaz à partir du 1er juillet. Voilà. Donc, l'immobilier, on sait qu'en France, on va prendre des mauvais coups, que des mauvais coups. D'ailleurs, je rappelle que le gouvernement Attal, donc maintenant ça fait 3 semaines, hein, que la transition a eu lieu, je vous rappelle que le gouvernement Attal n'est toujours pas constitué, et que parmi les ministres dont on attend le nom, il y a le ministre du Logement. Le logement, c'est 1/3, voire plus, du budget mensuel des Français, et on n'a pas de ministre du Logement. Par contre, on a des ministres qui se prononcent pour le soutien à l'Ukraine, etc. Alors là, c'est important de soutenir l'Ukraine, mais on n'a pas de problème de logement en France, donc on n'a pas besoin de ministres, en tout cas au bout de 3 semaines, si on n'a pas, ça ne change rien. Donc voilà, c'est pour dire, l'immobilier, c'est une façon de se protéger contre l'inflation, mais en France, je dois dire que voilà, on est sûr de se faire allumer. La deuxième chose, donc, c'est que la guerre en Ukraine et le coût de l'énergie qui a augmenté, ça plombe le pouvoir d'achat. Donc c'est sûr que c'est pas la demande des ménages qui va soutenir la croissance. Donc on est dans un climat ou dans une perspective de croissance faible. Donc il faut faire avec. Et de hausse des taxes, puisque nous sommes au maximum de l'endettement jamais présenté par la France, hein, puisqu'on est à plus de 3090 milliards de dettes, 173 milliards de déficit budgétaire, déficit jumeau avec le déficit du commerce extérieur qui est au-delà de moins 150 milliards. Donc tout ça, à terme, c'est quoi? C'est des taxes. Si on veut rassurer nos créanciers, s'ils veulent nous avancer tout cet argent, on n'a jamais eu besoin d'autant, il va falloir les rassurer. Pour les rassurer, il faut montrer qu'on est capable de lever l'impôt. L'impôt, la taxe, ou réduire les avantages sociaux. Si vous ne pouvez plus augmenter un impôt parce que vous avez fait une promesse que vous n'augmenteriez pas les impôts, vous allez réduire les pensions, les subsides, les indemnités chômage. Voilà. Et tout ça, ça va plomber le pouvoir d'achat. Qu'on vous prenne des impôts ou qu'on vous donne, ou qu'on vous restitue moins d'argent sur les impôts que vous avez versés, à la sortie, c'est toujours moins de pouvoir d'achat. Donc voilà vers quoi on s'en va. Moins de pouvoir d'achat. Alors ceux qui sont abonnés, je pense qu'effectivement, ils ont eux plutôt du pouvoir d'achat. Il ne faut pas qu'ils aillent mettre cette épargne dans des trappes où il n'y a aucun espoir de croissance. D'accord. Ça, aujourd'hui, le seul secteur où on voit qu'il y a une déconnexion complète entre la trajectoire et l'arrière-plan macroéconomique, ce sont les actions. Mais aujourd'hui, on a abouti à un truc incroyable, c'est-à-dire que le S&P, c'est devenu un S&P 5. Il y a 495 actions qui ne servent à rien. Et si vous prenez les 20 meilleurs performeurs du S&P 500, vous avez 480 actions américaines qui perdent entre 3 et 4% depuis le 1er janvier. Donc on est là actuellement sur une polarisation. Et on va dire le winner takes all, hein, du poker. C'est-à-dire qu'à un moment, vous arrivez sur la table, au départ, il y avait 10 joueurs, il en reste plus que 3 ou 4, et à la sortie, peut-être, forcément, il n'en resterait qu'un. Mais l'économie ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez que 5 valeurs qui attirent les capitaux? Ça veut dire que par derrière, quand vous voulez émettre de la dette, vous faites peur à tout le monde. Parce que les 5 qui sont en hausse depuis le 1er janvier, ce sont 5 qui sont avec des trésoreries archi-excédentaires, etc.
et vous avez 480 autres entreprises qui n'ont pas ces trésors de guerre incroyables et qui, aujourd'hui, s'ils annoncent qu'ils ont besoin de sous parce que la croissance n'est pas au rendez-vous, vous allez voir que ça va très, très mal se passer. Très, très mal se passer. Donc, attention à cette polarisation des marchés d'actions qui ont l'air de monter, mais où en fait vous avez 10 titres qui montent, et vous avez 490 qui ne font rien. Et à Paris, il faut avoir effectivement LVMH et quelques autres, mais je pense que la dynamique n'est plus là non plus. Parce qu'il y a une dépendance du luxe à la conjoncture chinoise, asiatique, etc. Donc là, je pense que par réflexe, on va toujours aller rechercher du Hermès ou du LVMH quand le marché est haussier. Et globalement, voilà. Donc, je veux dire que sur les actions, on a du mal à se projeter ou à voir quelle rotation sectorielle va se mettre en marche et va permettre de se dire, bon, une fois qu'ils vont lâcher un peu les semi-conducteurs, qui vont lâcher un peu Meta, Microsoft, Nvidia, voilà derrière les secteurs qui vont servir de locomotive auxiliaire. Je dois dire qu'on est devant un phénomène qu'on n'a jamais observé, c'est-à-dire que là, ça fait maintenant presque 2 ans que les marchés ont amorcé leur redressement, après le début de la guerre en Ukraine, donc oui, dans un mois, ça fera exactement 2 ans, et depuis 2 ans, il n'y a quasiment qu'une thématique unique pour driver la hausse des marchés. Et donc cette hausse des marchés, ça nous interpelle bien sûr, parce que on arrive à une sous-évaluation des matières premières qui est absolument historique. C'est-à-dire que le S&P a tellement progressé depuis 2 ans, et les matières premières ont tellement rebaissé, à part une semaine de folie qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, les matières premières sont en baisse depuis, on va dire, le 10 mars ou le 15 mars 2022. Donc ça va faire 2 ans que ces matières premières baissent, et en relatif par rapport au S&P ou au Nasdaq, c'est quelque chose d'incroyable. Vous avez ce qu'on appelle une gueule de crocodile incroyable. Or, la plupart des matières premières, on est en pénurie. Donc c'est simplement le dégonflement d'une bulle, mais on arrive, là on va dire que le réel va nous revenir en pleine face, c'est-à-dire que même dans une économie un petit peu ralentie, on ne produit pas assez de matières premières, et notamment pour assurer la transition énergétique. Fabriquer des batteries, fabriquer des alternateurs d'éoliennes. En bas, il faut mettre des grosses batteries également pour stocker le courant et faire ce qu'on appelle une forme de régulation de la quantité d'énergie disponible. Donc, la lutte contre le CO2, c'est un besoin, ce sont des besoins en matières premières colossales. Voilà. Mais aujourd'hui, le marché fait comme s'il n'existait que des semi-conducteurs, car la seule chose qui compte, c'est l'intelligence artificielle. Et la réalité, c'est que ce dont on a vraiment besoin très concrètement aujourd'hui, c'est de béton au pied des éoliennes, c'est de cuivre, parce que les éoliennes, il faut un peu ça les relier au réseau. Puis il va falloir aussi créer des centaines de milliers de bornes pour recharger ces fichus véhicules électriques. Donc c'est le cuivre, il y a une demande énorme. Tous les composants des batteries, il y a une demande énorme qui n'est pas aujourd'hui satisfaite par les quantités qu'on extrait. Voilà. Alors, il y a un cas particulier qui est le lithium qui continue de baisser fortement. Et voilà, le lithium était passé de 100 à 600, et là maintenant il est retombé à 150, peut-être qu'il va revenir à 100. Enfin, globalement, on est sur une monothématique depuis 2 ans, et avec une perte de contact intégral entre les besoins de matières premières, la valorisation des sociétés minières, etc. L'écart est absolument historique. Donc on a tendance à penser qu'on va peut-être avoir un phénomène bien connu qui est le retour à la moyenne. C'est-à-dire que les semi-conducteurs, ça se paye 25 fois dans un marché dynamique, avec de l'optimisme. Aujourd'hui, on est bien au-delà des 50 fois les bénéfices. Donc, on a des valorisations stratosphériques, et vous avez en face des conglomérats miniers qui sont à même pas 5 fois les bénéfices.
vous êtes d'une échelle de 1 à 10. Vous payez 50 fois d'un côté, vous payez 5 fois de l'autre. Voilà. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas. Hein. Pour l'instant, c'est ça. Donc le marché est dans une forme d'omnubilation. Donc on pense que les choses que l'équilibre va se rétablir. Et c'est vrai que moi qui participe à des lives avec nos abonnés, je m'entends dire toutes les semaines, mais monsieur Béchat, vous continuez d'avoir tort. Regardez, Nvidia, ça vaut toujours plus cher. C'est très bien. Voilà, je suis le premier à reconnaître. Ouais. On ne sait pas, comme on dit, le marché peut rester irrationnel bien plus longtemps que vous ne pouvez demeurer solvable, mais j'essaye, moi, de garder une certaine forme d'équilibre mental. Je me dis que pour nos abonnés, peut-être pas mal quand même d'acheter au creux de la vague en ce moment plutôt des matières premières que de continuer de faire du momentum, du suivi de tendance, du trend following. Le trend following aujourd'hui écrase tout. Hein. Quand vous entendez qu'aux États-Unis, 56% de liquidités vont dans des ETF, 56%, il en reste 44% pour des gens qui font de la gestion discrétionnaire, donc du stock picking pour dire les choses, 56% vont vers des ETF, vous êtes dans de la gestion passive et dans du trend following. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc il y a peut-être un moment où on va atteindre les limites du trend following, mais ces limites, pour l'instant, ne sont pas atteintes. Et c'est vrai que pour ceux qui nous suivent, on se diversifie et on pense qu'on va finir par en toucher les fruits. Voilà. Et que peut-être, s'il y avait une forme d'un seul coup de grosse correction sur le marché qui serait survenue sans crier gare, hein, quelques exemples, la BNP qui a perdu 9%, vous avez des chutes de 30%, 40% sur des téléperformances, des Worldline, etc. Vous avez des trous d'air d'un seul coup qui apparaissent et que personne n'a vu venir. Mais pour l'instant, ça n'a touché que des valeurs individuelles. La structure du marché fait qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des ruptures. Mais bon, ça aussi, nos abonnés, on leur a fait adopter quelques prises de position qui leur permettraient de faire une plus-value rapide, on va dire, dans un mouvement de correction des marchés. Voilà, donc c'est un petit peu ça, les thématiques du moment, matières premières, se protéger contre un retournement de marché. Voilà. Situation aujourd'hui un petit peu inconfortable, mais D'accord. Ça peut pas durer comme ça. Je pense que ça n'ira pas au-delà de la mi-mars. D'accord. Ah, juste une question, Philippe. Alors, c'était pas du tout prévu, mais c'est vous qui en avez parlé, donc je vais y aller. J'ai vu sur la lettre de janvier, tout à la fin de la lettre, il y a ce que vous appelez le portefeuille, la lettre des affranchis. Alors là, il est masqué voilà, pour donner un peu de trucs. C'est quoi exactement ce portefeuille? C'est un portefeuille sur lequel vous avez indiqué des actions que vous conseillez. Enfin, ou c'est juste enfin, c'est quoi le portefeuille de la lettre des affranchis? C'est la thématique matière première. Donc, je vous parlais de cette gueule de crocodile incroyable entre le S&P, le Nasdaq 100 et valeurs minières ou ETF valeurs minières. Nous, on a fait du stock picking, mais pour des gens qui voudraient pas se casser la tête, la thématique, vous pouvez la jouer aussi par des ETF. Bon, là, le but de ce portefeuille, c'est de trouver des valeurs qui ont deux profils. Les incontournables, et qui sont très très basses aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de timing, on n'achète pas au plus bas de 10 ans, mais en relatif par rapport au S&P, si, on achète vraiment au plus bas de 10 ans, et on achète probablement également au plus bas depuis au moins un an, pour beaucoup des incontournables, la base du portefeuille, des valeurs qui ont des profits récurrents, qui distribuent du dividende, qui sont valorisés mais au ras des pâquerettes. Et puis on a fait une sélection de petites valeurs, ce qu'on appelle des juniors quand on parle des minières, qui sont des entreprises qui pour l'instant ne sont pas profitables, qui sont encore en phase d'investissement pour développer l'outil de production, etc.,
qui sont pas profitables parce que d'abord les matières premières ont tellement rebaissé qu'aujourd'hui effectivement ça les met dans une situation un peu compliquée. Mais le jour où les matières premières commencent à retrouver des supporters, où les gens se disent mais on est complètement là parti sur des, enfin qu'est-ce qu'on est allé faire sur des valeurs à 50 fois les bénéfices? Ça veut dire qu'il faut 50 ans pour avoir sa mise. Enfin ça, voilà. Donc on se dit qu'à un moment la rotation sectorielle va arriver. Et donc, pour des tas de petites entreprises aujourd'hui qui ne sont pas rentables avec du cuivre, du lithium, etc., au ras des pâquerettes, du jour au lendemain, elles leur redeviendraient et avec un effet de levier énorme. Et puis, bien sûr, il y a la thématique de l'uranium. Donc là aussi, c'est un tiers des valeurs qu'on a recommandées. Là, ce portefeuille, depuis qu'on l'a constitué, bon, les valeurs uranium, elles sont dans le funiculaire ou dans le télécabine. Alors là, celle-là, elle cartonne. Les autres attendent leur heure. Voilà. Mais c'est tout à fait raccord avec la thématique de revenir sur des actifs concrets, sur des matières premières, voilà, avec donc deux catégories d'entreprises, certaines qui sont bien installées dans leur métier, avec une grosse clientèle, et bien sûr de belles plus-values en perspective si le prix des matières premières augmente, mais l'effet de levier est évidemment maximal sur des entreprises qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle donc les juniors. Donc on a effectivement ça en portefeuille. Donc ça illustre parfaitement la stratégie, la thématique dont on a parlé. Eh bien, Philippe Béchade, merci. Donc, je rappelle à tous les auditeurs, si vous voulez avoir la lettre des affranchis que je vous ai montré tout à l'heure, donc cette lettre-ci du mois de janvier, vous pouvez l'avoir gratuitement en cliquant dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et puis, vous pourrez comme ça avoir les prédictions, les 5 prédictions de la lettre des affranchis pour 2024 et puis les conseils des membres de la lettre des affranchis et puis accès au portefeuille boursier aussi. Alors, pour ce qui est du portefeuille des valeurs matières premières, là, c'est pour des gens qui, plus souvent, sont déjà abonnés aux des affranchis et qui veulent passer un petit peu, on va dire, l'étape suivante en termes de côté offensif des stratégies. Et là, ça s'appelle Trading Lab. Et là, c'est pour des gens qui cherchent vraiment à faire des plus-values importantes, parfois très rapides, avec des instruments à effet de levier. Voilà. Donc, la liste est liée là, par contre, à l'abonnement à Trading Lab. Voilà. Très bien. Mais que ceux qui voudraient s'abonner aux affranchis se rassurent, on est très déjà exposé sur les matières premières et sur l'or. Très bien. Eh bien, Philippe Béchade, merci. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.